Titleist, la balle de golf numéro 1. Salut à tous, bienvenue dans Swing, l'émission de Journal du Golf disponible en podcast sur l'équipe.fr et en replay vidéo également sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Évidemment, on est ravis de vous retrouver pour cette émission spéciale US Open. On est surexcités. Évidemment, on va aller du côté de Shinnecock Hills. Shinnecock Hills. Ouais, c'est pareil. Hein, tu vas y arriver, Jean-Philippe. De Long Island aux États-Unis. On est avec Arnaud Thiouz, vous l'avez tous reconnu. Salut Arnaud. Salut JP. Et on est avec Romain Lefebvre de l'équipe. On le reconnaît, lui, on le reconnaît pas, lui. Ah bah si, on le reconnaît, toujours là pour les gros événements. Bah oui, bien sûr, je veux. Alors messieurs, cet US Open, il est là, il est cette semaine, hein, ça va démarrer demain. Demain jeudi, évidemment, le test le plus dur du monde du golf, finalement, le tournoi le plus dur. Voilà, évidemment, on aura des nouvelles d'Hugo Cousso, un des deux Français présents aux États-Unis. Mais voilà, on a envie de voir des joueurs qui vont jouer sous le par, même proche du par, faire des bogeys, souffrir dans les roughs. C'est ça qu'on aime, c'est l'enfer, voir ces joueurs vivre un véritable enfer sur ces parcours. Moi, je trouve que les joueurs sont trop performants de nos jours avec le matériel. Là, au moins, il y a l'US Open. Le parcours Master, c'est pas mal. Le Master, c'est pas mal aussi quand même. Et après, il y a le British Open dans le vent. Mais malheureusement, ces dernières années, il n'y a pas eu trop de vent au British. Donc vraiment, l'US Open, c'est le moment. Les joueurs sont trop forts de nos jours. Ben là, au moins, pendant une semaine, ils ne sont pas trop forts. C'est sûr que pour eux, ça ne doit pas être agréable, mais pour nous, à regarder, c'est très agréable. On a quand même vu une belle leçon d'humilité au PGA Championship, quand même, qui était aussi difficile pour les joueurs. Donc, je pense que la norme de l'US Open est effectivement très élevée en termes de difficulté, mais les autres majeurs se défendent bien aussi pour justement éviter que les parcours soient massacrés par les meilleurs. Est-ce que Romain, toi, tu aimes voir souffrir ces joueurs, les meilleurs joueurs du monde, galérer, on va dire, sur les greens réfléchir stratégie encore plus qu'ailleurs pour éviter les roughs En tant que pratiquant, déjà, il y a un côté un petit peu satisfaisant ou réconfortant. Il n'y a pas que moi. Réconfortant. Après, les voir souffrir pour souffrir, non, mais les voir réfléchir, inventer des coups, innover, peut-être. Voilà, je me souviens d'un pote de Dechambeau au PGA Championship, qu'il avait à peine touché la balle. Elle a fini 9 mètres derrière le green en descente. Voilà, alors après, c'est parfois un petit peu comique et un peu too much, mais c'est agréable aussi de les voir en difficulté, pas systématiquement mettre des traits, faire du target golf et envoyer des birdies et des eagles à tous les trous. Donc voilà, il y a quelque chose d'agréable aussi dans cette compétition-là. Et puis aussi, c'est une remise en question pour eux. Et toute remise en question fait progresser et fait grandir. Remettre en question au niveau de leur test, de leur jeu de golf, là, tous les niveaux finalement tous les compartiments du jeu sont testés. Arnaud, sur un US Open, faut être les drives, c'est les fairways, c'est les plus étroits, donc faut bien driver. Les greens, c'est les plus durs, donc faut mettre des bons coups de fer hyper précis. Et puis si vous ratez, derrière, le chipping est impossible et le putting est pas mieux. Donc ouais, tous les compartiments du jeu sont testés. Ouais, avec un petit bémol quand même, pour avoir lu pas mal les conférences de presse qui ont été données depuis mardi sur les à Shinnecock, sur les mises en jeu. Oui, c'est un peu plus large. C'est quand même assez large. Mais parce qu'ils sont un peu obligés, parce que c'est le parcours le plus en bord de mer, c'est le plus links de tous les US Open. Et si, on en parlera peut-être avec Sebodou tout à l'heure, c'est le parcours le plus dur à préparer pour l'USGA, parce que s'ils veulent le rendre difficile, et s'il y a du vent, ça peut être totalement injouable. Ce qui s'annonce cette semaine, d'ailleurs. Voilà. On annonce pas mal de vent, en tout cas les premiers jours. Donc les fairways sont un peu plus larges que d'habitude, mais il faut quand même bien driver. Si vous drivez mal, ça ira pas. Les fairways sont un peu plus larges, les roughs sont monstrueux, et alors est-ce que ça va durer pendant la compétition? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les premiers jours d'entraînement, les greens ont été arrosés pour les rendre un peu plus réceptifs et moins tambours. Parce qu'avec le vent, la chaleur qui s'annonce... On est qu'au début de la semaine en plus. Ouais, donc, ça sèche très très vite évidemment, et ça devient très ferme et quasiment injouable, surtout en plus de ça avec le vent qui est annoncé, qui va être assez fort. Pour avoir discuté un peu avec Robin Koch, qui est le coach d'Hugo Cousso, il me disait qu'en fait il y a un jeu de fer qui doit être très pointu, très précis. On l'écoutera tout à l'heure, Robin Koch. Et donc voilà, ça va être un vrai test, surtout sur les deuxièmes coups. Voilà, messieurs, évidemment, il y avait un événement il n'y a pas si longtemps que ça, ce week-end, qui avait la Coupe des Capitaines. Il y avait beaucoup de joueurs français. Que des joueurs français. Que des joueurs français, ouais, d'ailleurs. À part Nicolas Colsaerts. Voilà, avec Clément Villin qui était sur place. Évidemment, on a profité de l'occasion pour
demander à ces joueurs français leurs souvenirs du US Open. Et quand on leur parle du US Open, qu'est-ce que ça leur évoque? Voilà, donc on va écouter ça tout de suite. Clément Villain, qui était à la Coupe des Capitaines, et ces Français qui nous parlent de leurs souvenirs du US Open. L'US Open, malheureusement, cette année, c'est à Shinnecock qui est peut-être un des US Open les plus durs. C'est fairway étroit, rough comme ça, green super dur, rapide. Donc, US Open, pour moi, c'est vraiment la dureté du tournoi. US Open, bah écoute, là, je sais pas pourquoi j'ai envie de te répondre Shinnecock. Donc, c'est ce que ça me vient à la tête. C'est le premier parcours qui m'est venu à l'idée. Et quand j'ai envie d'évoquer Shinnecock, j'ai envie d'évoquer la difficulté du parcours. Donc voilà, c'est plus par rapport à ça. Tu sais que US Open, ça rime avec parcours très dur, parcours mythique des États-Unis, et qu'en général, c'est toujours un combat de A à Z en termes de difficulté. Ça m'évoque, le premier que j'ai joué, c'était New York, Bethpage Black. Ensuite, c'est l'Olympique, où là, j'ai fait le cut d'ailleurs, et où j'ai dû finir 21e, quelque chose comme ça. US Open, c'est pour moi le plus gros, puisque je n'ai pas eu la chance de jouer le Masters, que Greg a fait. Mais pour moi, c'est le plus gros en termes d'infrastructure, de public. C'est juste énorme, c'est une énorme fête pour les Américains. Et pour les joueurs, c'est vraiment impressionnant. Je discutais avec Hugo Cousseau hier, et tu vas profiter à bloc parce que ça va être un événement incroyable. Donc, de toute façon, pour un golfeur professionnel de haut niveau, ce que tu as envie de jouer, c'est des majeurs. Tu t'entraînes toute la journée pour jouer des majeurs. Et voilà, donc il faut profiter, puis il faut progresser pour en jouer chaque année. Ça m'évoque Adrien Sadier et Hugo Cousseau qui vont le jouer. Et ça me fait hyper plaisir pour eux. C'est évidemment un événement qui me tient particulièrement à cœur. Je suis hyper content pour les copains. Et c'est vrai que c'est le seul majeur où c'est le seul moment où ceux qui jouent, je leur passe un petit coup de fil, où je leur mets des petits messages parce que évidemment, parce que j'ai vécu, je sais que les rêves sont carrément possibles et réalisables. C'est pas forcément que des rêves d'ailleurs, c'est souvent des objectifs, mais qui moi étaient peut-être un peu trop dans la case rêve. Et quand on est capable de se qualifier, on est capable de gagner tout simplement. Donc comme Michael Campbell l'a prouvé, j'étais pas loin de le prouver. Et puis les belles histoires, ça s'écrit. Donc je leur souhaite vraiment d'écrire quelque chose comme ça, voire un peu mieux que ce que j'ai fait. Ouais. Meilleur souvenir, Shinnecock, écoute, j'en ai joué 2 des US Open. C'est peut-être mon premier US Open parce que je crois que j'avais terminé 34e. C'était un parcours très dur, c'était assez particulier parce qu'il n'y avait pas de public, c'était période Covid. Meilleur souvenir, moi j'ai quand même été en tête de l'US Open 2 samedis de suite à un moment donné, en 2011 et 2012. Donc moi j'ai quand même un faible pour Marion quand même, la deuxième année. Raph avait bien joué l'année d'avant. À Olympique à San Francisco. À l'Olympique, évidemment, parce que j'ai fait le cut. Bethpage, beaucoup plus compliqué parce que c'était très long. Il n'avait plus les lundis, mardis et le parcours, c'était un monstre. C'était fait pour les gros frappeurs, que je n'étais pas, donc c'était pas un super souvenir par rapport au parcours, mais par contre, l'ambiance est incroyable. J'ai vécu une semaine dingue en 2010, mais aussi une super semaine. J'en parle beaucoup moins parce qu'elle est moins marquante en 2011, mais j'avais été chercher le cut après une mauvaise journée. J'avais fait un vendredi de folie pour aller chercher le cut sur le dernier trou, au dernier putt. Et j'étais tellement content, tellement fier et j'avais fait mon week-end. Bon, j'avais fini 30e, c'était pas le résultat de ma vie, mais c'est aussi un bon souvenir. Donc c'est 2 fois où j'ai participé à l'US Open, mais 2 très bons souvenirs. Je crois que j'avais fait un 4 putt à 8 mètres à mon deuxième. C'est le genre de truc qui coince un peu, tu vois. Je crois que je me demande si c'était pas pour commencer la journée en plus au 1. Donc c'était pas un très bon souvenir. Et le plus mauvais souvenir, c'est aussi à Marion, parce que j'ai fait 7 au dimanche, j'étais en dessous d'un sapin, j'ai pas réussi à sortir, alors que j'étais peut-être à 1 ou 2 points de la tête, avec un trou à jouer le samedi. Donc, mais voilà, ça reste des graves semaines. Ouais. Voilà, messieurs, les meilleurs souvenirs de joueurs français qui étaient présents à la Coupe des Capitaines. Et belge, ouais. Et un grand merci à Clément Villain pour ses sonores. Voilà, messieurs, la transition. Et pour ces images. Et pour ces images, très belles images. Arnaud, je voyais, tu te délectais sur le swing de Raphaël Jacquelin de 2012. Ouais, on n'a jamais rien fait d'aussi beau dans le golf français. Celui d'Avray, c'était pas mal aussi. Celui d'Avray, c'est pas mal aussi. Non, mais Jacquelin, c'est surtout, on a l'impression qu'il fait rien, quoi. Et la balle, elle part à des kilomètres. Fred Coppels français. Si on y arrive. Ou Ernie Els. Oui. Voilà. Non, mais c'est aussi pour ça qu'on aime ce jeu. C'est la technicité de ce jeu. Et donc, quand on voit des beaux swings qu'on n'aura jamais, nous, malheureusement, mais voilà, c'est fabuleux à voir. Et Jacquelin, c'est un rêve.
Allez, messieurs, il y a 2 Français cette semaine à Shinnecock. Je l'ai bien dit là? Ouais, c'est Ouais, bien. c'est pas mal, c'est pas mal. À Shinnecock Hills, Hugo Cousseau, Adrien Sadier et Hugo Cousseau. D'ailleurs, Romain, Hugo Cousseau, je crois que ça va être fait partie d'un des papiers que tu vas faire pour l'équipe daté de demain, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. De jeudi. De jeudi, voilà, tout à De fait. jeudi, ouais, c'est Qui s'est qualifié, Hugo Cousseau, hein, pareil, qui est passé par les qualifications, passé même par par les les playoffs. qualifications et même un playoff. Un playoff à 4. Un playoff à Un 4. playoff Une à place. 4. Le Donc pire. il a joué 38 trous dans la journée, les 36 réguliers plus 2 trous de playoff. Il a fini par gagner quasiment à la tombée de la nuit. Donc un soulagement. Et puis c'était à Walton Hills. Ouais. Walton Hills en Angleterre. Un vrai soulagement et puis une libération pour jouer son premier majeur à 33 ans. Profil Alors, atypique, hein, Hugo Cousseau Ouais, aussi. mais atypique, mais finalement, est-ce que c'est atypique, mais pas tant que ça? Joueur à maturation lente qui s'est construit dans les échelons du golf européen. Voilà, le Challenge Tour, 4 saisons sur le Challenge Tour, un peu difficile, à voir ses copains monter sur le tour et lui rester un petit peu à quai. Jusqu'au moment où il a réussi à décoller, après s'être posé les bonnes questions, après avoir fait un gros travail mental avec Mathieu David, qui est son préparateur mental, qui est aussi le préparateur de Mathieu Pavon. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes avec Pavon. Dans le profil, dans cette évolution lente, dans cette manière de grandir pour arriver à maturité, à passer la trentaine. Voilà, ils sont quasiment jumeaux, ils ont 1 mois et demi d'écart. Ils ont grandi ensemble parce que lui, d'Angoulême, est venu s'installer à Arkang, au Pays Basque, et il a fait beaucoup de tournois dans la région, de grands prix avec jeunes. Avec Pavon, donc ils sont proches l'un de l'autre. C'est d'ailleurs Pavon qui lui a donné quelques conseils pour Shinnecock, parce qu'il l'a joué en 2018. Et c'est lui qui lui a conseillé notamment de choisir Toute une la maison à logistique, l'est quoi. du parcours, toute la logistique. Et voilà, donc c'était intéressant d'échanger avec lui. Il est arrivé très tôt, dès le samedi, ce qui permet évidemment une préparation optimisée, optimum. D'ailleurs, on voit des images du Shinnecock Hills, c'était en 2018. À l'époque, on avait suivi Mathieu Pavon, justement, qui disputait. D'ailleurs, Ouais. c'est marrant, son premier US Open à Shinnecock. Oui, c'est ça. Je pense qu'il s'est beaucoup inspiré des conseils que lui a donné Mathieu Pavon. Il est dans la forme de sa vie. Il n'a jamais aussi bien joué au golf. Il a eu des résultats très réguliers. Il a fait Surtout, 3 il semble top 10 hyper cette zen, saison. quoi. Hyper zen, hyper Ouais, il est sûr de lui, sûr de ses forces, quoi, maintenant. Et puis il est moins pétri de doutes qu'il ne l'était quand il était sur le Challenge Tour, à se poser des questions. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Combien de temps je vais galérer, etc. Et il racontait dans un très bel entretien que tu as réalisé d'ailleurs dans le Journal du Golf en mai 2024, que j'ai relu avant de l'interviewer. Et il racontait que parfois il jouait chaque coup avec la boule au ventre, et il a plus ça. Donc il joue libéré avec sa force, une grosse frappe de balle qui est un de ses atouts, 1m89, 85 kg, bel athlète. Et bien tanké. surtout qu'il ne se voyait pas côtoyer des joueurs qu'il voyait à la télé. C'est ça aussi, c'est de la Voilà. prise de conscience. D'être Totalement capable de- décomplexé au fil du temps. Et faut espérer que cette manière de décomplexer sur l'European Tour puisse transpirer aussi sur l'échelon supérieur, c'est-à-dire en majeur, avec les meilleurs mondiaux, 156 joueurs parmi les meilleurs mondiaux. Donc voilà, il faut Moi, il me dit un truc que j'aime beaucoup. Je lui dis qu'est-ce que serait un US Open réussi. On va l'écouter après, mais C'est terminé avec le sourire. Voilà. Moi, j'aime bien cette philosophie-là. Ça veut dire pas d'objectif. est-ce que ça fait pas un peu jubilé ça, il est arrivé un peu, peut-être pas Mais au sommet forcément, il y a Non, sommet de ça. non, pas du tout, Jean-Philippe. Non, mais Enfin, tu vois, vous voyez ce que je veux honnêtement, dire, quand on ça voit le fait un- papier de Romain, Bien il a sûr, des- mais il a mis- bien sûr. Non, pas du tout. Alors là, il y va avec énormément d'ambition, mais il va Mais pas dire, réaliste, il va pas dire je veux finalement, c'est ça, gagner, ouais. il va pas dire je veux faire un top 10, mais non, il y va avec. Honnêtement, Hugo Cousseau, ça a quand même été un peu notre chouchou, ça l'est Bah, toujours. ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Et non, il progresse lentement, mais sûrement. Et je pense qu'il n'a pas fini de progresser. Et il a de l'ambition pour aller plus haut, beaucoup plus haut. Et donc, non, c'est pas. C'est pas je vais faire 2 tours et puis je suis content parce que je me suis qualifié pour l'US Open. Non, je pense que là, c'est pas ça du tout. C'est vrai qu'on en parlait en antenne, c'est un peu notre nouveau Greg Avray. C'est vrai que Hugo Cousseau, il est dans la vie comme il est dans les médias, simple, abordable. Ça aussi, ça fait plaisir de pouvoir, évidemment, lui demander des réactions comme ça en pleine semaine du US Open. C'est pas souvent le cas. C'est sûr que dans le sport professionnel actuel, c'est très rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui est disponible, généreux, Qui est aime prêt à partager, donner, finalement, qui ce qu'il aime partager. Et là, c'est son rêve américain. Il a envie de le partager avec le plus grand nombre. Donc, il répond aux sollicitations en essayant de s'arranger avec un emploi du temps quand même très chargé depuis qu'il est arrivé
à Long Island parce qu'il a fallu s'habituer un peu à ces fastes, ce nouveau cadre, ce nouvel environnement. Évidemment, énormément travailler sur le parcours parce que les conditions de jeu sont très compliquées. Il y a beaucoup de vent et voilà, il fallait s'adapter à toutes les conditions. Il a fait 9 trous par jour en travaillant énormément son jeu de fer et le putting. Allez, on va l'écouter tout de suite, Hugo Cousseau, qui nous racontait justement son excitation de pouvoir partir sur cette US Open. Décollant, honnêtement, j'étais content de partir parce que bon, j'ai été juste avant la Coupe des Capitaines, c'était un régal de voir les potes, mais j'étais content enfin d'avoir un petit peu de calme par rapport aux encouragements et tout. Euh, et j'ai pensé à quoi? Ouais, j'étais juste trop content de finalement retourner aux États-Unis. Moi, ça fait 10 ans que j'ai pas mis les pieds, et même presque plus que ça. Et puis de découvrir une nouvelle partie du monde du golf que je connaissais pas, quoi, les majeurs, et ensuite un majeur aux États-Unis, les tournois du PGA aux États-Unis. Donc c'est très cool de faire ça. Puis après, bon, l'accueil, écoute, c'est du lourd, quoi. Il y a un bel super clubhouse, mais on n'y a pas vraiment accès à part pour le scoring, je crois. Et puis il y a un énorme bâtiment préfabriqué là, enfin, sur 3 niveaux avec les lockers avec un cadeau à l'intérieur, un espèce de sac numéroté, voilà, juste pour les joueurs. Après, à l'enregistrement, pareil, d'autres cadeaux. Franchement, super, quoi, un service incroyable. Excitation, franchement, c'est depuis que je me suis qualifié. Il y a eu, bon, là, tout de suite, la semaine suivante, ça a été l'organisation. Donc, il a fallu vraiment qu'on organise tout avec mon staff, qui vient, quand, comment, où on dort, les vols, comment ça se passe. Donc, c'est vraiment c'est une grosse machine, l'US Open, donc tout est très bien calé, mais bon, il faut bien se prévoir. Donc, ça a pris quelques jours quand même pour tout faire, tout mettre dans l'ordre. Et ensuite, honnêtement, j'ai eu beaucoup d'encouragement, beaucoup de personnes qui m'ont sollicité. Donc, en fait, ça m'a toujours gardé un peu la tête dans ce tournoi. Et ouais, je suis excité parce que j'avais hâte de découvrir, j'ai hâte de voir. Voilà, et là, je suis en plein dedans, je suis toujours excité. Donc, c'est très cool. Voilà, Hugo Cousseau qui s'est livré quelques heures finalement seulement avant de prendre le départ. D'ailleurs, il va avoir une belle partie, Hugo Cousseau. Il sera avec Van Keegan Paris et Adrien Sadier, l'autre français. Belle partie. Ouais. Ouais. Ouais, non. Partie. Une- Non, Drôle. Non, on peut penser quand même qu'ils se sont amusés. Ils ont mis les 2 Français plus un Paris. Voilà, je pense que. Ah, tu penses que c'est. Ah bah ils le font. Ils sont connus pour ça, les. Pour faire des petites blagues, petit bah humour à oui, de temps en l'américaine. temps, ouais, de temps en temps, il faut. Non, mais En c'est tout cas, pas mal d'être avec deux Français. de jouer avec un Français déjà pour faire tomber la pression, être un peu plus relax dans les échanges. C'est toujours Ouais, mieux ça, que de jouer avec deux Je sais joueurs, pas, ça là-dessus, c'est toujours ouais. discutable. Je me souviens de Pavon, justement, l'année où il monte sur le PGA Tour, à la finale de Dubaï, il avait dit, il jouait Guerrier, je crois, le 2e ou le 3e jour, il avait dit. Ah, mais ça, c'était pas choisi, c'était par rapport au classement, par rapport Oui, au... mais il avait dit, je me mets dans ma bulle. Parce Oui. parce que quand on est entre Français, on a tendance un peu à être sympa et aller vers l'autre. Bon, et- après, ça, ils ont l'habitude. Hein, Oui, non, mais c'est pour ça que c'est pas forcément. Voilà, enfin, ce jour-là, Pavon avait dit, j'étais avec un Français, mais j'ai fait comme si c'était pas un Français, parce que de temps en temps, il faut savoir ne pas aller Vers les vers Français. l'autre, quoi. Faut rester et se dire, tant pis, je suis pas sympa, mais voilà. Mais c'est comme ça. Allez, on va écouter une nouvelle fois Hugo Cousseau qui va nous parler cette fois évidemment de ses reconnaissances du parcours de Shinnecock. Toujours bien dit. Ouais, toujours bien dit. Toujours toujours bien dit. Voilà, qu'est-ce qu'il a vu sur ce parcours qui s'annonce terrible, et les greens, il va nous le dire, hein, étaient déjà hyper rapides quand on l'a eu. C'était quand, Romain? C'était mardi. Donc là, j'ai fait 18 trous de reco, dont 9 aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de vent. Ouais, dans ces conditions-là, c'est très très dur, surtout quand je pense qu'on n'a pas joué les greens les plus rapides, comme on les aura. Donc là, ouais, franchement, ça laisse très peu de place à l'erreur. Faut presque accepter de jouer, manquer des greens, mais avoir le vent compte pour pouvoir faire des chips. Arrêter la balle sur le green, sinon tu peux vite faire du chip, même peut-être dans les bunkers. Donc c'est vrai, c'est du lourd. C'est du lourd. Les mises en jeu c'est assez ouvert du tee. Et après, par contre, ça se complique fort. Tu peux avoir un coup de fer et un coup de 120, tu peux pas arrêter la balle sur le green. Ou très compliqué. Donc voilà, c'est un peu ça le challenge. Moi, je n'ai pas travaillé grand-chose. Moi, maintenant, là, j'ai eu 2-3 jours pour m'habituer et puis pour me rentrer dans le tournoi. Le truc, c'est que de toute façon, ça va être
ça va être tellement exigeant que faut tout de suite être dedans. Et voilà, je viens pour faire une bonne semaine de golf, comme je fais d'habitude. Donc voilà, je me sens pas spectateur. Je me sens pas spectateur. Peut-être, voilà, on en avait parlé un peu avec mon staff. Si ça arrive dans le week-end, avoir une grosse partie avec un gros joueur, c'est peut-être le risque un peu, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a un peu prévu. Et ils sont là aussi pour me faire parler et pour m'aider de ce côté-là. Donc voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. J'ai hâte que ça commence parce que je me sens déjà franchement, je tape un paquet de bons coups et voilà, j'ai bien le parcours. Donc on va affiner tout ça, mais ça va être, voilà, ça va être excitant. C'est déjà excitant. Un US Open réussi, ce serait un US Open où je sors avec le sourire et où j'ai tout tenté, où j'ai tout donné, où tu vois, où je suis fier de moi. C'est ça, ce serait ça, un US Open réussi. Je sais que je vais faire des erreurs, je sais que je vais prendre des bogeys, comme tout le monde. Et voilà, ça va être important pour moi de rester calme et d'être patient. Et si j'arrive à faire ça, je serai content de moi, peu importe ce qui se passe. Mais je sais qu'en faisant ça, j'ai des chances de faire quelque chose de bien. Après, on verra. Ça demande un peu de réussite, un peu Faut le dire. un peu de tout ça. Ça reste une première. Donc voilà, sortir de là avec le sourire et passer une super semaine. Voilà, un grand merci encore une fois à Hugo Cousseau qui a pris le temps de répondre à ces quelques questions. Évidemment, et on aura Stan Caturla tout à l'heure, qui est un ami proche d'Hugo Cousseau. Mais voilà, encore un grand merci à Hugo d'avoir pris un peu de temps pour répondre à ces questions. C'est très appréciable, surtout dans une semaine de majeur. Mais c'est appréciable et c'est intéressant surtout. Ouais. C'est vraiment, c'est passionnant. On adore écouter Hugo Cousseau, même si c'est pas en interview directe. On adore l'écouter. On lui pardonne parce qu'il répond souvent à nos sollicitations Oui, et il est évidemment qu'on lui souvent pardonne. présent au micro de C'est Swing. toujours priorité à la performance. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Voilà. Est-ce que vous voulez un petit bonus, messieurs? Parce qu'on a Évidemment. réussi, enfin Romain a réussi aussi à avoir le... Qu'est-ce qu'il est fort, ce Romain. Non, Ils sont forts, ouais, ils sont forts, c'est Romain. Elle est très bonne, excellente. Merci. L'entraîneur d'Hugo Chapeau. Cousseau, évidemment, un des entraîneurs de Hugo Cousseau, Robin Koch, et justement, il va nous raconter comment ils se sont préparés pour affronter ce terrible parcours de Shinnecock. Hugo, ça fait plusieurs mois qu'il fait du très bon golf. Il y a beaucoup de secteurs de jeu qui s'affinent et qui deviennent très solides. Donc l'arrivée sur cette semaine, voilà, il emporte avec lui les derniers mois qui étaient de très bonne qualité. Et ça va être nécessaire de toute façon d'amener toutes les facettes de son jeu sur ce parcours qui a beaucoup de mordants. Il va falloir avoir un jeu assez complet. C'est un terrain qui est pas extrêmement exigeant du tee, sauf si le vent forcit encore, mais du tee c'est assez abordable. Par contre, il faut être très bon au niveau des coups de fer parce que déjà il y a beaucoup de vent, donc il faut savoir manier la balle, il faut savoir être intelligent, choisir le bon coup. Bien sûr pour se mettre sur le green, mais c'est un parcours où quand on arrive près du green ou sur le green, il y a encore pas mal de travail. Et donc voilà, c'est essayer de vraiment avoir des très bons coups de fer pour se faciliter le travail. Et quand les conditions font que de toute façon on va rater quelques greens, c'est réussir à rater du bon côté. Parfois c'est pas toujours le côté le plus évident, mais on peut avoir un vent qui rend l'approche, enfin le coup de petit jeu un petit peu plus abordable. Donc c'est savoir repérer ces situations-là où il faut soit se mettre vraiment du bon côté, soit se mettre en quelque sorte du mauvais côté, mais avec un vent qui rend le chip putt plus simple. Donc voilà, c'est être bien sûr très bon sur les coups de fer, c'est aussi être frais physiquement pour pouvoir être frais mentalement et prendre des bonnes décisions. Donc voilà, je pense que c'est les choses qu'il va falloir bien faire cette semaine. Voilà, Robin Koch, le coach d'Hugo Cousseau. Évidemment, ça va être un gros test pour tous les joueurs, en particulier pour nos deux Français. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Hugo Cousseau? Évidemment, il le disait, partir avec le sourire, mais voilà, on peut espérer un passage de cut ou c'est trop compliqué de faire un pronostic pour... Ça, les pronostics en golf, voilà, c'est... Est-ce qu'il peut faire deuxième comme Greg Avray? Oui. Est-ce qu'il peut ne pas passer le cut? Oui aussi. Bien malin de savoir...
voilà, ça dépend tellement ce jeu, c'est tellement délicat et encore une fois, ouais, on est à peu près sûr que le vainqueur il sera dans les 10 premiers mondiaux ou pas loin. Là, tu te mouilles beaucoup, Arnaud. Là. Mais non, mais oui, de toute façon, c'est ce qui se passe C'est dans toujours les les grands mêmes à la chelems. fin, c'est ça Il y a Rai quand même qui nous a fait mentir. Hugo, il est quoi? Il est 200e mondial. Normalement, il ne devrait pas passer le cut. Après, s'il est dans une bonne semaine, il passera le cut. Et s'il est dans une très bonne semaine, il fera un top 20. Voilà. Oui, c'est vrai que Mais il faut être dans une très bonne semaine. Et malheureusement, à ce jeu-là, on ne sait jamais. Enfin, et même eux dont c'est le métier, qui sont les meilleurs joueurs du monde, même eux, ils ne savent pas comment ça Et va on va pas parler de l'anomalie passer, quoi. Grégory Avray, parce qu'on le rappelle, qui était plus de 350e mondial, mais c'était quand même pas le même parcours. Pebble Beach, le rough un peu moins costaud, même si c'était costaud, mais c'était pas le même type de parcours finalement. Shinecock, historiquement, c'est quand même un des Là, parcours tu du t'es US planté, Open. mais c'est pas grave. Shinecock, c'est quand même historiquement un des parcours les plus durs, même au sein même de la rotation du US Open. Oui, mais est-ce que c'est dur pour tout le monde? Donc, non, il faut juste. Encore une fois, Hugo Cousseau, il le dit, il tape un paquet de bons coups en ce moment. Son coach aussi l'a dit. Donc, et il ne sera pas plus dur pour Hugo Cousseau que pour les autres. Et il est tout à fait capable de dompter un parcours très difficile. Après, en revanche, si ça ne se passe pas bien, c'est sûr que ça va être. Ça peut faire des scores très élevés. Ça peut très mal se passer. Romain, toi, tu le sens comment? Tout va être dans l'appréciation de l'événement, parce que c'est plus grand, plus gros, plus fort que tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Donc il faut laisser les complexes au vestiaire, y aller, jouer chaque coup les uns après les autres, c'est basique, mais sans se projeter et en restant dans le moment présent. C'est ce qui est plus difficile en golf. Mais voilà, et je pense que si s'appuie sur sa bonne forme du moment, ses bons résultats sur le DP World Tour, encore une fois, où il a fait quelques très bonnes performances, il a fait 3 top 10 cette saison. Voilà, je pense que il peut croire à son rêve. Après, il faut pas qu'il soit. Il dit qu'il ne va pas l'être, mais il ne faut pas qu'il soit spectateur de l'événement, il faut qu'il soit acteur. Et pour ça, il se met dans sa bulle. Il a un préparateur mental qui est avec lui, qui est Mathieu David, Qui veille au grain. Qui veille au grain. Il est très bien entouré. Il y a tous ses coachs, il y a sa famille pour un cadre reposant le soir et un univers. Il y a beaucoup d'amis aussi qui sont venus. Qui vont venir du Canada notamment, où il a été étudiant en université et qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. Voir tout ce monde-là, ces encouragements français autour de lui, Ça peut être que positif. Ça va lui faire du bien. Il est dans un cocon. Toutes les conditions se sont réunies pour performer. Maintenant, après, comme dit Arnaud, ça dépend de ce qu'il aura dans les mains et dans la tête au jour J. Mais il n'a pas de complexe à nourrir vis-à-vis des autres. Il a gagné sa qualif à la régulière. Il mérite sa place dans les 156 joueurs du champ sur 10 221, 10 201, au départ des qualifications. 201. Je voulais envoyer, mais Donc Arnaud, tu aurais même, 10 pu 200, je l'ai écrit. essayer de te qualifier. Non, il faut être 0,4 maximum. 0,4 d'index, donc 10 200 Benjamin aurait pu essayer de se candidats qualifier. à travers 43 États des États-Unis, plus le Mexique et le Canada. Des qualifs qui se jouaient sur 18 trous du 20 avril au 18 mai. Donc c'est énorme en fait. Comme Oui, après, il y a les passerelles. Il y a eu les passerelles, mais les qualifs ouvertes à tous les joueurs professionnels ou amateurs. Premier tour. Se sont déroulés. Bref, il s'est qualifié, quoi. Et là, c'est la 5e fois de l'histoire qu'il y a plus de 10 000 joueurs qui se sont qualifiés. Allez, messieurs, est-ce que vous voulez des nouvelles fraîches d'Hugo Cousseau? Justement, on parlait des proches de la team, on va dire la team Couscous. On a justement avec nous Stan Caturla, évidemment, pro au golf d'Evian, fondateur du Win Tour, mais aussi et surtout un ami proche d'Hugo Cousseau. Salut Stan. Salut JP, salut à tous. Alors, je suis ravi de t'avoir à cette antenne de Swing pour nous faire vivre un peu, on va dire, de l'intérieur, quasiment, cette US Open avec Hugo Cousseau, ce premier US Open. Et déjà, pour que tu nous racontes la petite histoire, c'était une promesse que vous vous étiez faite tous les deux, que tu sois présent pour son premier majeur. Ouais, exact. On se connaît depuis qu'on a 12 ans avec Hugo. On a évolué dans la même ligue quand on était plus petit, la ligue Poitou-Charentes, lui à Angoulême et moi à La Rochelle. Et puis ensuite, on est parti faire nos études ensemble à l'Université Laval à Québec. Et puis on s'est toujours dit que s'il y en avait un de nous deux qui faisait un gros pet un jour dans un majeur, déjà juste de se qualifier, on ferait tout pour aller le supporter. Donc les promesses sont faites pour être tenues si on peut. Et du coup là, j'ai pu l'honorer et je suis ravi d'être là cette semaine. Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi? On sent que c'est de l'émotion, de la fierté, c'est un mélange de tout ça?
Ouais, effectivement, il y a plusieurs choses. C'est sûr que ce matin, quand j'ai vu marquer Couso avec marqué US Open juste au-dessus de son nom sur le practice, tu sais, ils mettent les noms des joueurs sur les practices quand tu arrives. Ouais, il y a un côté un peu irréel et puis à côté où, comme vous le disiez juste avant, il mérite sa place, donc c'est normal qu'il soit là. Il y en a plein qui travaillent fort pour être pour être sur ces moments-là. Mais ouais, puis je suis super fier de lui, de mon pote. C'est sûr, c'est génial. Franchement, c'est une expérience fantastique pour lui. J'espère qu'il va passer une bonne semaine et que l'expérience sera encore plus belle. Alors justement, comment tu le sens, Hugo Couso, là, à quelques heures de son début de son premier majeur? Est-ce que tu as des choses à nous raconter de comment tu le sens, tout simplement? Écoute, il est bien. On l'a suivi là, depuis ce matin sur les 9 premiers trous de l'Arco. Il joue avec les frères Fitzpatrick et Rocco Repeto Taylor, l'Espagnol. Et grand jeu très en place, très solide, qui est sa force, son fond de jeu qui le bouge le moins. C'est un parcours qui peut être très exigeant avec beaucoup de vent. Là, il y a un club de vent ce matin et ils en annoncent plutôt 3 ou 4 demain. Donc ça peut être très compliqué. Il est vraiment en forme sur du grand jeu, mais par contre, ouais, il va falloir être super exigeant et sur du petit jeu. Et je pense qu'à la télé, ça va être assez un spectacle de voir les balles quand elles vont tomber sur le green et il va falloir compter combien de temps elles mettent à s'arrêter parce que franchement, vu la tronche des pentes à certains endroits, c'est fou, quoi. Alors, où est-ce que tu te situes là sur le parcours? Est-ce que tu es sur le parcours au practice? Un petit travelling. Est-ce que tu peux nous montrer Ouais, où je suis sur le parcours, je sais pas si vous voyez derrière moi, Ouais, on voit bien. il y a le fairway, il y a le green du 18, je sais pas si vous voyez bien. Il y a le clubhouse juste derrière, Magnifique. en haut. Est-ce que tu peux Et c'est ton premier majeur aussi Non, j'avais eu l'occasion et la chance de le faire via le journal du golf. USPGA En 2017. J'avais fait le USPGA PGA Championship avec JP à Quail Hollow à Charlotte. C'était fantastique. Alors, on s'était régalé d'ailleurs. Et là, c'est encore mieux, US Open? Je te dirai ça à la fin de la semaine. Alors, je sais pas, c'est différent. Très honnêtement, après, c'est une préparation de parcours que je trouve différente de celle de Quail Hollow. Je m'attendais à des greens, des roughs beaucoup plus épais autour des greens. Là, il n'y a pas il y a quasiment pas de rough en fait autour des greens, mais l'herbe est très rase, assez sèche et ça rebondit très fort au sol. Et il n'y a pas beaucoup de rough en fait. Il y a du haut rough sur les bords des fairways. Les fairways sont assez larges, ça fait à peu près 30-40 mètres de moyenne. Donc c'est pas la difficulté la principale pour un US Open, mais vraiment c'est plutôt les greens. Et alors que Quail Hollow à l'époque, je me souviens avec JP, on avait suivi Alex Levy et il faisait un nombre de chips autour des greens calculable pour essayer de trouver la bonne combinaison avec le bon angle d'attaque et quel club il fallait utiliser pour sortir du green et poser ses balles souvent un peu mortes. Ici, là, faut être super créatif. C'est assez différent. Mais l'environnement est très très chouette et le parcours est magnifique. C'est très Romain. intéressant ce que tu racontes sur la préparation du parcours. Moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur les greens notamment. Il a été dit, j'ai lu dans les conférences de presse que les greens avaient été arrosés en début de semaine pour les parties d'entraînement. Qu'en est-il ces jours-ci au moment où on se rapproche de l'événement? Est-ce que les greens sont rendus un peu plus réceptifs par les organisateurs ou ça sèche de plus en plus et ça devient vraiment tambour et très difficile d'arrêter une balle? Je pense qu'ils vont pas avoir le choix que de les arroser à la main à certains endroits parce qu'en plus ils lancent beaucoup de vent et assez sec les prochains jours, donc ça risque vraiment de les durcir. Et ouais, sur les premiers rebonds, sur un coup de fer neuf, elle fait 2 mètres en avant et elle s'arrête, donc aujourd'hui c'est largement jouable. Maintenant, il n'y a qu'un club de vent aujourd'hui, donc tu en rajoutes 3-4 demain et ça devient vraiment compliqué, quoi. Et alors, juste une question, quand on arrose les greens comme ça, si on le fait à la main avant la compétition, c'est-à-dire que sont avantagés ceux qui jouent tôt le matin, parce que j'imagine qu'on ne peut pas arroser pendant la compétition, pendant que ça joue. Non, ils peuvent donc pas il y a un changer gros les avantage conditions, pour les joueurs du matin. Ouais, après, très honnêtement, je pense que il va y avoir tellement de vent que ça va sécher super vite. Après, c'est sûr que forcément, tu vas être un peu plus avantagé à jouer le matin en jouant des greens un petit peu plus réceptifs, un peu plus humides. Mais je pense que ça va être un gros test, quoi qu'il arrive, pour tout le monde. Comme chaque US Open.
Hugo, il est content évidemment de jouer, de partager sa partie avec Adrien Sadier. Écoute, on n'en a pas plus parlé que ça, mais ouais, j'ai croisé Adrien ce matin justement là au Player Lounge. Et c'est sympa, je pense qu'il soit. J'en ai parlé un peu avec son staff, je pense qu'ils sont contents parce que ça va peut-être le mettre un peu plus dans sa zone de confort sur le côté. C'est une partie qu'il pourrait avoir un peu sur le DP World, mais pas plus que ça. Je pense que c'est très cool de jouer, ils s'entendent bien, mais il n'y a pas plus d'excitation que ça pour l'instant. Ils sont potes, ils sont contents de jouer ensemble. Ouais. Adrien, tu as pu échanger quelques mots avec lui. Comment il se sent lui aussi avant de débuter ce US Open? Je l'ai vu au petit-déj ce matin avec David Baudrier. Non, rien de spécial. Écoute, je crois que ça va. J'espère qu'il va faire une bonne semaine aussi pour lui, pour valider un peu plus de points dans l'obtention de sa carte sur PGA Tour. Est-ce que c'est un des parcours les plus durs que tu aies vu? Très honnêtement, ça peut paraître un peu de ramener les choses à ma toute petite personne, mais tant que je joue pas un parcours, j'ai du mal à me rendre compte de la difficulté. Je trouve que tu as toujours l'impression de jouer un parcours, de trouver un parcours plus difficile quand tu le vois plutôt que quand tu le joues. Mais par contre, sur la tronche des greens, c'est un peu un effet tortue. Donc tu vois, tu as l'impression qu'il y a plein de petits plateaux et que quand tu prends pas la bonne pente, ça peut t'emmener à 20-30 mètres en dehors du green. Ça, je pense que ça reste quand même les attaques de green les plus difficiles que j'ai vues ou que j'ai pu jouer, ça c'est sûr. Un mot sur le public, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de monde sur ces parties d'entraînement avant le début de la compétition? Et comment est-il le public? Parce qu'on sait que le public new-yorkais peut être très chaud. Moi, je l'ai vu à Bethpage en Ryder Cup l'année dernière, mais bon, évidemment, c'était pas les mêmes conditions. Mais je crois que c'est plus calme. Je pense que ça va être plus calme, mais quand même, il doit y avoir du monde, non? Ouais, écoute, il y a un peu de monde, mais très honnêtement, je sais pas si vous le voyez un peu derrière, mais l'espace du golf est vraiment grand, donc ça permet que le public soit assez espacé. Et je dois t'avouer que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde pour une Rocco. Alors après, c'est pas les plus grosses parties, parce que je pense que Scheffler, McIlroy et autres cet après-midi, ou même ce matin, je sais pas à quelle heure ils jouaient, ça va drainer beaucoup plus de monde, mais non, là c'est largement jouable. Et il y a une ambiance très feutrée, ça applaudit quasiment pas pour les bons coups. C'est très, très cool. Il n'y a pas du tout d'animosité là. Alors pour terminer, est-ce que tu connais un peu le programme d'Hugo là, entre aujourd'hui et évidemment demain le début de son premier tour? Écoute, pas vraiment. Et donc là, il doit être sur le green du 18. Il est en train de finir sur le green du 18. Sur ses 9 trous de Rocco. Et puis après, je pense qu'il va déjeuner, s'entraîner un peu et se reposer. Demain, il joue à 12h50, je crois, de mémoire. Et puis vendredi, très tôt. Donc, écoute, pour l'instant, c'est une préparation de tournoi classique. Il n'y a rien de spécial qui va changer. Allez, dernière question d'Arnaud. Ouais, Stan, on a joué au jeu des pronostics. On n'a pas été très. Enfin, je sais pas si on a été bon, on n'a pas été très. Est-ce que toi, tu le vois finir comment ce tournoi, Hugo? Dimanche ou vendredi? Mais on espère que ce sera dimanche. Ouais, j'espère le voir finir dimanche. Mais écoute, ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui a toujours mieux joué sur des parcours difficiles plutôt que des parcours où il faut faire moins 28 pour gagner. Donc, je dirais que le parcours convient un petit peu mieux à son jeu. Maintenant, ça va être de gérer, je pense, les attentes qui sont autour de lui pour un premier majeur. Il faut qu'il prenne le maximum de plaisir et puis arriver à rester dans sa bulle. Il a un super staff autour de lui. Le fait que sa famille et des copains soient venus, je pense que ça l'aide. J'espère que ça va l'aider. Et puis voilà, de faire les choses étape par étape. Après, s'il joue avec le jeu qu'il a là depuis la Rocco, ça devrait passer pour le cut et puis espérer un bon résultat. Et puis les points font x3 sur le DP World, donc forcément, tu vois pas la saison de la même manière quand tu finis 40e et que ça fait les points d'un 15e. Donc, écoute, j'espère. Je pense que s'il fait une très bonne semaine, il peut faire un top 20. J'ai des pronostics un peu suisses, on va dire, mais peut-être en habitant à Evian, maintenant, je
Suicide. rapproche de ça, Je me mais- suicide. Je me suicide. Ouais, j'étais en train de chercher le mot en même temps. Mais, ouais, c'est un bon test de golf. Franchement, ça va vraiment jouer sur l'attaque des greens. Si tu loupes à des mauvais endroits ou que tu prends les mauvais breaks avec le vent, la profondeur des greens est vraiment très compliquée. Si la clé, ça va être vraiment de trouver la bonne profondeur sur les attaques de green pour qu'ils puissent se retrouver du bon côté, parce que sinon, tu te retrouves à avoir des chip putts pour le par vraiment compliqués. Et puis des putts pour birdie où tu passes ton temps à être un peu défensif. Donc, moi, je le sens plutôt confiant, j'ai envie de l'être et j'y crois. Et puis, j'espère que ça va être une belle semaine pour tout le monde. Et merci beaucoup Stanislas. Saluez Hugo évidemment pour nous, encouragez-le bien. Et voilà, on vous retrouve très vite à cette antenne. Merci beaucoup Stanislas et bonne semaine. Avec plaisir. Bonne journée, à bientôt. Salut Stan. Ciao. Allez messieurs, on parle évidemment de l'US Open et je vous propose tout de suite un quiz. On va mettre la musique, on va prendre les buzzers. Romain, elle est ravie de faire ce quiz. Évidemment, Ouais. qui dit US Open à Shinnecock, on va faire un quiz spécial US Open à Shinnecock. J'espère que vous avez bien révisé. Rien révisé du tout. Alors, est-ce que je peux aller pour la première question, Hugo? On baisse la musique. T'as pas une musique dramatique, un truc comme ça, non? Bon. Alors, première question. En quelle année Shinnecock Hills a-t-il accueilli son premier US Open? 1896. Eh oh, Ah, ça sert à quoi de buzzer là? J'ai buzzé, mais ça n'a Non, pas mais marché. non, mais ça sert à ouais, ça. mais marche t'as vu, pas. déjà, tu mets ton Alors, buzzer à l'envers. J'avais pas 1896, donc si c'est Ah oui. ça, je veux bien lui laisser. Mais Monsieur Lefebvre, quand on buzz, on attend le buzzer. Bon, bah, quoi. en tout cas, c'était une bonne réponse. C'est 1896. Et on voit que le mec, il Alors, a, il qui avait a bossé gagné pour l'équipe, je l'avais pas moi. Qui avait Hein gagné? Foster Hill, James Foulis. Foulis. Voilà. Je savais que ça commençait par un F. Alors, combien d'US Open justement a reçu Shinnecock Hills avant cette édition de 2026? Non mais ça va, non mais merde. Moi je quitte le studio là. C'est pas possible. Je vais pas filer. Ah, parce que celle-là je l'avais en revanche. On dit Celle-là, pas de je gros mots à l'avais. l'antenne. Ouais, bon, on dit pas de gros mots à l'antenne. Non, mais il enfin, avait, celle-là, je l'avais, il quoi. avait buzzé avant. Non mais il a même pas buzzé. Si, Ah, si, bon, il a non, buzzé. mais- Alors, est-ce que tu peux me dire les années, Romain, ou pas? Non, c'est compliqué. Non, mais la dernière, c'est 2018, victoire de Brooks Koepka. Et juste avant, Retief Goosen, 2004. Alors, c'est 1896, 1986, 1995, 2004 et donc 2018. Alors, du coup, question de rapidité, quel est le dernier vainqueur de majeur à Shinnecock? Bah il vient de le dire pour Skopka. Alors, est-ce que vous connaissez la particularité de cette victoire, Arnaud? Il était sous le par, il a conservé son titre. Il a conservé son titre, c'est une bonne réponse. Il a fait doubler, je crois que c'était une première depuis Ben Hogan. C'est ça, voilà. Alors justement, en 2018, McIlroy était dans le champ. Il avait signé quel score lors du premier tour? 68. Non, 77. Pas du tout. Alors c'était le score de 80 plus 10, donc l'un de ses pires Enfin, je suis plus près quand même. scores en majeur. Ouais, je suis plus près quand même. Alors est-ce qu'il avait passé le cut? Arnaud ce coup, Non. c'est n'importe quoi. Non, il n'avait pas passé le cut malgré une carte de 70, donc dans le par, le deuxième tour, il avait loupé le cut de 2 coups. On continue? Alors justement, en 2018, il y avait un joueur qui avait fait polémique sur les greens. Arnaud? Bah, Phil Mickelson, Ouais, alors c'était quoi l'histoire? bah, il avait arrêté sa balle en mouvement. Ouais, alors quel tour? Alors c'était lors Deuxième tour, je crois. du troisième tour, Phil Mickelson avait pas attendu que sa balle justement s'arrête sur le green pour continuer de putter. Donc c'était sur le trou numéro 13. Ça avait enchaîné 2 coups de pénalité. Ça avait fait une polémique énorme. On s'est dit est-ce qu'il fallait le disqualifier ou pas. Il avait fini avec une carte de 80 ce jour-là, plus 11. À l'inverse, messieurs, quel joueur avait rendu un 63 lors du dernier tour? C'était qui, Arnaud? 2018, 63. Ah, Hugo, il l'a de 2018, 63. Il n'y en a pas eu quand même autant que ça, des 63 hein, en majeur. Allez, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Tiger Woods. Non. Non. Ouais, Tommy Fleetwood, la bonne réponse. Ah, bien. Il avait terminé à un coup de Ils Brooks l'ont dit au Koepka. podcast en plus l'autre jour. Et dernière question, alors là c'est la question un peu Ils sont qui tout tous double. fans de Fleetwood, ils l'ont dit. Cette année-là, Ça sert à quoi d'écouter combien de les joueurs avaient podcasts en joué anglais sous le par sur 4 tours? 1. Les 4 tours sous le par? Bah, le final, score sous le par au bout de 4 tours. 1. Bah, la réponse est 0. Parce que Koepka avait gagné en plus 1. Voilà. Un US Open qui s'annonce une nouvelle fois terrible à Shinnecock Hills. Dommage qu'on n'ait pas une musique dramatique, mais bon, bref, c'est pas grave.
Messieurs, je vous propose tout de suite. Et Très donc, bien qui a gagné démarré, ce j'ai quiz? très mal fini. On va dire que J'ai c'est. bien démarré, mais j'ai mal On va dire fini. que c'est Arnaud qui a gagné ce quiz ou on va dire. Évidemment que c'est moi Bien qui ai sûr, gagné. vainqueur L'autre, moral. il a répondu sans buzzer, quoi. Scandale. Arnaud ne gagne jamais les quiz. Alors, est-ce que vous entendez cette douce voix? Cette douce voix, c'est celle de Sébastien Audou, justement, qui est l'invité de de cette prochaine partie. Salut Seb. Salut messieurs. Très beau micro, très beau polo. J'ai trouvé... Ah bah n'est-ce pas, regardez, mes deux passions en un seul polo. Jordan qui joue au golf, voilà, c'est magnifique. Alors, est-ce que tu aurais eu des bonnes réponses à ce quiz? Je pense toutes les bonnes réponses, non? Bah quasiment toutes. En tout cas, moins d'imprécision qu'Arnaud, ça c'est sûr. Alors, Ouais, enfin, je te rappelle que la dernière fois que t'es venu, t'es reparti. ouais. Hein Excuse-moi l'expression. Non, quoi. bah, Ouais, non, c'est- non, on s'arrêtera là. Sébastien, moi je suis ravi de t'avoir parce que évidemment, Eh, nous, non. on peut pas. Bah non, vous choisissez pas les invités. Vous. Parce que en fait, qui dit US Open dit forcément Sébastien Audou, hein, la bible du sport américain, fan absolu du US Open. Et je voulais qu'on revienne évidemment sur on La va victoire dire, des Knicks. Ouais. oui, on peut aussi, mais sur un épisode évidemment qui a fait basculer l'US Open dans ce qu'on connaît vraiment dans le test ultime de golf. Est-ce que tu peux nous faire remonter un peu le temps et notamment parler de cette transition 73-74? C'est ça où on voit vraiment la quintessence de l'US Open. Oui, alors bon, il Quintessence. faut rappeler déjà que l'USGA dira que tout ça, c'est pas vrai. Hein. Donc je mets un petit disclaimer. Le SGA, c'est la mais fédération voilà, américaine. Fédération américaine, il faut le Exactement. préciser. Donc Johnny Miller en 73 rend sa fameuse carte de 63, hein, exceptionnelle. Pour moi, c'est peut-être l'un des plus, si ce n'est le plus grand dernier tour dans un majeur de l'histoire. Il remporte l'US Open à Oakmont, un parcours absolument mythique. Et donc, il détruit un peu le parcours lors de la dernière journée. Et ça, pour Sandy Tatum, qui à l'époque est le grand préparateur des parcours de l'USGA, bah, ça, c'est juste pas possible. Et donc, l'année d'après, il va préparer Winged Foot de la manière la plus sadique possible pour les joueurs. Ce qui vaudra un livre qui s'appellera Le massacre à Winged Foot, écrit par le commentateur qui avait commenté cette épreuve à la télévision américaine. Remporté par Al Irvine avec un sublime second coup. D'ailleurs, souvent Shinnecock, ça se joue sur le second coup du 18. Hein. On pense aussi à 95 avec Corey Coup de Pavin et bois son 4, magnifique coup de bois 4. Bravo, voilà, ça c'était une bonne question de quiz aussi. Ouais, mais c'était trop dur ça pour Arnaud et Romain, ça. Et donc voilà. Et donc, c'est effectivement aussi la première fois qu'on utilise et que Sandy Tatum dit non, c'est pas le parcours le plus dur. L'idée, c'est pas d'humilier les meilleurs joueurs du monde. L'idée, c'est d'identifier les meilleurs joueurs du monde. Et ça, j'ai un souvenir marquant de ça, c'est que des années plus tard, des dizaines d'années plus tard, lorsque je faisais toujours mon interview d'avant-tournoi avec Mike Davis, qui était depuis devenu le grand préparateur des parcours de l'USGA, qui a quand même aussi un peu remis en question cette philosophie-là. Mais le premier truc qu'il me disait tous les ans, c'était non, c'est pas le but de faire le tournoi le plus difficile du monde. Le but, c'est d'identifier, de faire le test le plus complexe pour identifier les meilleurs joueurs du monde. Voilà. Ils étaient toujours sur cette base-là, même si dans les faits, il y avait quand même petite pointe de sadisme dans cette façon de préparer les parcours. Oui, ça revient au même finalement. Identifier le meilleur joueur, voilà, c'est faire le test le plus dur possible. Ce qui, à mon sens, d'ailleurs, n'a pas toujours été le cas. C'est là-dessus que Mike Davis est un peu revenu lorsqu'il a vraiment pris le pouvoir à partir de Torrey Pines en 2008, en mettant le rough gradué, par exemple, parce qu'avant, l'US Open, c'était quand même souvent gagné par un type de joueur, Corey Pavin, Lee Johnson, Al Irvine, voilà, il y avait ce genre de joueurs voilà, qui ne mettaient pas une balle en dehors du fairway. C'était pas forcément toujours extrêmement passionnant. Et il a, je pense, retrouvé un peu il a remis un peu de piment dans l'US Open sans tourner, et je pense qu'on en parlera, à ce qu'on avait vécu en 2004, qui était aussi un truc complètement invraisemblable, où, bon, à part Retief Goosen, qui lui semblait dans son jardin, comme d'habitude à l'US Open, tous les autres joueurs pétaient complètement les plombs sur les greens. Oui, c'était évidemment une passe décisive, là, Sébastien Audou. Cette édition de 2004 à Shinnecock, voilà, ça reste aussi dans les mémoires du US Open un peu délirant, où le test est poussé à son paroxysme, même devenu un peu ridicule finalement. Oui, à tel point que, si vous vous souvenez bien, ils étaient obligés d'envoyer les greenkeepers arroser les greens entre chaque partie, ce qu'on n'a quasiment jamais vu par ailleurs. Effectivement, ils avaient perdu les greens. Après, à leur décharge, et on l'a vu à maintes reprises dans un sens ou dans l'autre, avoir le parcours
dans la bonne limite, c'est quand même extrêmement compliqué. Souvenez-vous du PGA, tout le monde pensait que ça allait être trop facile. Finalement, au bout de 2 tours, tout le monde pensait que ça allait être trop difficile. Puis finalement, ça s'est bien fini avec un truc à peu près normal. Je me souviens d'un Bethpage Black hors US Open qui avait été perdu par le PGA Tour aussi lors des playoffs de la FedEx Cup. C'est toujours extrêmement limite. Donc effectivement, cette année-là, l'USGA avait fait une grosse erreur. D'ailleurs, on n'est pas revenu pendant longtemps à Shinnecock à cause de ça, hein. Et c'est pour ça qu'ils ont dû attendre aussi longtemps pour voir l'US Open revenir. Ça s'est mieux passé en 2018, même si quand même les scores étaient très hauts au final. Mais voilà, ça reste très compliqué parce qu'effectivement, ce que l'USGA ne veut pas voir, et ils ont été aussi très, très critiqués lorsque ça s'est passé. Souvenez-vous, 2011, Rory qui défonce le parcours du Congressional, ça a plu à personne. Erin Hills aussi. Souvenez-vous aussi. Ouais, exactement. Souvenez-vous d'Erin Hills aussi, qui avait été. En plus, c'était un nouveau parcours, donc il était encore plus attaqué aussi à cause de ça. Donc voilà, donc c'est aussi assez compliqué. Après, moi j'ai envie de dire, ce qu'on veut, c'est un bon test où effectivement on identifie le meilleur joueur du monde. Et ça, il faut aussi qu'un bon coup soit récompensé. On le dit tous les ans à l'occasion du Masters, c'est le parcours où si vous faites le coup parfait, vous allez faire birdie. Si vous faites le coup un peu moins parfait, vous pouvez faire le par ou bogey. Si vraiment vous faites un mauvais coup, c'est double ou triple. Et quasiment sur chaque coup que vous pouvez faire sur ce parcours. Et voilà, c'est plus difficile d'obtenir ça parfois sur ces parcours du US Open, notamment sur certains parcours qui deviennent peut-être aussi un peu obsolètes avec le matériel moderne. Je pense à Merion qui avait dû être trafiqué à un point où ça ressemblait presque plus à du golf normal, entre guillemets. Oui, on se souvient d'ailleurs, on parlait de cet écart de parcours. Erin Hills, c'est Brooks Koepka qui gagne en 2017 et il gagne à Shinnecock Hills en faisant un score de +1. Donc finalement, c'était le même joueur qui avait gagné sur 2 parcours préparés totalement différents. On l'a dit, hein, Seb, on en a parlé cette semaine. Shinnecock, la particularité, c'est qu'il est quasiment impréparable par l'USJ. En tout cas, c'est le plus dur à préparer de tous. Et surtout qu'il va y avoir beaucoup de vent aussi. De sa localisation. Oui, c'est ça. La clé, JP l'a dit, c'est le vent en fait. Si le vent se met à souffler, et on sait que c'est quand même souvent difficile à prédire, en tout cas de manière extrêmement précise dans les jours qui précèdent, ça peut complètement changer ce qui a été prévu par les greenkeepers. Les greens sont tous extrêmement exposés. Et effectivement, la défense de ce parcours, elle est aussi, c'est aussi les greens. Et donc le problème, c'est que vous n'avez pas envie que les joueurs d'un seul coup puissent vraiment profiter de greens un peu plus réceptifs. Et donc la seule méthode à Shinnecock, c'est d'être toujours un peu à la limite. La question, c'est de ne pas dépasser la limite. Et parfois, on l'a dépassé. En 2004, c'est vrai que les 2 derniers tours, parce que je rappelle quand même, en 2004, ils avaient choisi de ne pas arroser les greens avant le 3e tour. Ça avait déjà été un massacre. Et quand même, les types se sont dit, si on n'arrosait pas non plus avant le dernier tour, pour histoire d'avoir vraiment un énorme problème sur les bras et de devoir envoyer les greenkeepers au milieu des parties. Voilà. Bon, je ne pense pas qu'on va aller dans ces extrêmes-là, mais on a quand même quelques prémices qui pourraient nous faire craindre le pire. Juste, il y a une petite précision qu'on peut peut-être donner aux téléspectateurs et aux auditeurs pour comprendre comment est foutu ce parcours. C'est qu'on est à Long Island. Qu'est-ce que c'est Long Island ? Long Island, c'est une presqu'île, c'est une langue de terre au nord-est, au large de Manhattan, de New York, qui s'étire dans l'océan. C'est une grande langue de terre sur laquelle il y a beaucoup de forêts, et entre l'océan et un bras de mer. Donc c'est pour ça que ça donne tous les aspects. d'Arcachon, quoi. Ça donne tous les aspects d'un links. Quelle comparaison magnifique, JP. Ça donne tous les aspects. Laisse-moi finir. Tu me coupes en permanence, c'est pénible. Ça donne tous les aspects d'un links en termes de jeu, sans le cadre d'un links, puisqu'on ne voit pas la mer, on ne voit pas l'océan de Shinnecock, évidemment. Voilà, c'est une précision, je pense, utile pour les gens qui n'ont pas la géographie. Précision hyper importante pour le coup, parce qu'effectivement, c'est la clé de ces parcours. Alors, pas tous les parcours, parce que Bethpage, c'est aussi à Long Island, mais il est beaucoup plus inland. Mais effectivement, ceux qui sont plus vers les Hamptons sont souvent très exposés. Ils sont magnifiques, c'est des parcours historiques dont le design est absolument fabuleux. Mais c'est vrai que pour une préparation du US Open, on est obligé d'être un peu à la limite et honnêtement, c'est toujours compliqué. Sébastien, est-ce que c'est pas aussi, moi qui suis un fervent partisan du rollback, apparemment d'ailleurs, il y a l'USGA qui s'est exprimé à ce niveau-là, c'est encore repoussé, mais est-ce que c'est pas la preuve, ces problèmes de préparation de parcours de l'USGA pour l'US Open, la preuve que voilà, on a été trop loin dans le matériel et que c'est
c'est très compliqué de nos jours de préparer un parcours parce que les joueurs et avec le nouveau matériel sont tellement forts que la limite à trouver devient trop fine. Ça devient trop dur. Alors moi je dirais oui évidemment. Alors moi vous savez que je suis partisan d'avoir des règles complètement différentes hein, pour les pros et pour les amateurs parce que je trouve que le golf est beaucoup trop dur pour nos pauvres amateurs et beaucoup trop facile pour les professionnels. Et le rollback, on a vu que ça n'a rien changé puisque qui jouait avec une balle qui était conforme Kamiang lors du dernier PGA. Donc ça n'avait rien changé, c'était le joueur le plus long du tournoi. Il jouait avec une balle qui était compatible rollback. Donc bref, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Donc c'est vrai, mais pour le coup, je dirais que c'est pas forcément totalement le cas à Shinnecock parce que le problème en 74, ils avaient déjà le même problème. Je pense que moi ce qui me gêne le plus, effectivement, dans ce cadre-là, c'est plutôt des parcours qu'on peut quasiment plus jouer parce qu'ils sont obsolètes. Je pense à Riviera, je pense à Merion, voilà, des parcours qui sont très difficiles de conserver au goût du jour. Et on est obligé d'aller jouer sur des parcours qui sont beaucoup plus monstrueux en distance, comme Bethpage, qui sont pour moi beaucoup moins intéressants. Mais voilà, c'est plus facile de faire un US Open à Bethpage qu'à Merion, clairement. Alors évidemment, quand on parle de ce genre de parcours et ce genre de favoris, évidemment, un Scotty Scheffler qui joue, on va dire, voilà, c'est le prototype du joueur qui va jouer droit, pas faire d'erreur, et en plus qui joue pour le Grand Chelem en carrière. C'est le profil parfait pour s'imposer à Shinnecock Hills. Bah, je peux difficilement dire non. En même temps, quel est le parcours où il n'a pas le profil C'est parfait vrai. pour potentiellement gagner donc oui, évidemment, il va faire partie des favoris. Après, voilà, suivant la façon dont ça se passe, déjà, le draw peut avoir quand même un rôle à jouer parce que quand les conditions météo jouent un rôle prépondérant, on le voit tous les ans à l'Open Championship, d'un seul coup, le draw devient aussi potentiellement prépondérant. Ça, c'est une première chose. Et puis l'autre facteur, c'est qu'effectivement, on n'est pas à l'abri sur des conditions très difficiles. C'est aussi souvent là qu'on peut avoir un coup c'est à celui qui va faire le moins d'erreurs et pas forcément le joueur qui va être le plus flamboyant. Alors Scheffler, il est très fort aussi pour ne pas faire d'erreurs, mais regardez le prototype des joueurs qu'on a vu gagner, qui étaient un peu moins cotés, les JJ Spawn, comment il s'appelait, Ricky Barnes, des joueurs comme ça, voilà, qui souvent l'US Open, c'est quand même celui qui fait le moins de double bogey qui va s'imposer. Ricky Barnes, il a gagné l'US Open, Sébastien. Si Sébastien le En dit. 2009 à Bethpage. Non, c'était Non, c'est Lucas Glover, pardon, ouais. il finit deuxième, vous avez raison, vous voyez, je dis une bêtise. Il avait fini J'étais deuxième de là, cette US Open. Je vais remettre en cause la légende, mince. Non, et puis après, il y a aussi. Non, c'était Lucas Glover, mais les deux avaient fait très peu d'erreurs. David Duval était deuxième aussi cette année-là, d'ailleurs, ça me permet de le rappeler. Alors là, on voit. Et bim. On voit Jon Rahm à l'image, mais évidemment, on a tous aussi en tête un joueur qui s'appelle Tommy Fleetwood qui avait réalisé 63, il avait fait. Il est où le buzzer 63 lors du dernier Dans la tour. dernière journée. Ouais. La dernière journée, lui aussi, il est à la recherche de son premier titre en majeur. C'est un parcours qui peut lui convenir, Shinnecock Hills, à Tommy Fleetwood. Évidemment, il fera partie des joueurs à suivre. Mais encore une fois, là, pour le coup, c'est toujours compliqué les pronostics en golf. Mais sur un parcours comme ça, conditions US Open, c'est encore plus difficile parce que qui peut prédire exactement ce qui va se passer? Quelles vont être les conditions entre le matin et l'après-midi? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Même si vous faites un bon premier tour, vous pouvez être envoyé dans des conditions très compliquées le lendemain. Vous pouvez aussi... Enfin, ça va être très compliqué. Ce qui va être aussi très compliqué, c'est que... vous pouvez pas normalement trop changer le parcours en cours de journée. Donc, c'est aussi le problème de l'USGS, c'est que si vous commencez à le perdre, normalement, envoyer des gens changer un peu les conditions au milieu, c'est pas trop ce qui est conseillé. Donc, c'est toute cette complexité-là qui peut vraiment complètement chambouler un leaderboard. Et c'est aussi ce qui va faire que je pense qu'on va tous être rivés devant la télé pour suivre cette US Open-là, parce que on sait que c'est très difficile de savoir exactement ce qui va se passer. Et puis on aime bien voir les joueurs galérer aussi de temps en temps. Mais oui, ça nous fait plaisir. On se dit, tiens, ils sont un peu comme nous, alors que pas du tout, parce que nous, on jouerait 2000 sur le parcours. Mais
On jouerait pas. On n'aurait D'ailleurs, plus de balles on jouerait pas. au bout de 3 trous. D'ailleurs, maintenant, c'est une grande habitude qu'ont les tournois majeurs de demander aux joueurs combien scorerait un 15 sur le parcours qu'ils ont testé Ouais. pendant les semaines d'entraînement. Et les chiffres sont allés de 100 à 180. Mais encore faut-il avoir des balles à volonté, quoi. Il y a un des joueurs qui a été interrogé qui a dit qu'un 15 pourrait très bien faire 180 sur ce parcours. Bah, Donc il- on n'est pas loin des 1000 que tu annonçais, Sébastien. Bah ouais, mais On moi, va juste franchement, rajouter un zéro. moi, je suis plutôt partisan de ça. Et en fait, je trouve que souvent, les joueurs sont assez cléments. Alors, parce que je pense qu'ils veulent pas, genre, ouais, les amateurs, vous êtes nuls, voilà. Mais quand même, enfin, je les trouve assez cléments parce qu'honnêtement, sur un parcours comme ça, mais c'est totalement injouable, en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le fairway, il fait 3 mètres de large. Si vous vous égarez, vous êtes mort. Vous pouvez taper 10 fois avant même de toucher la balle dans le rough. Alors, Surtout des départs passer, vous pouvez passer votre temps, ouais. Alors là, c'est même pas la peine. Effectivement, là, il faut venir avec des sauts de balles. Pour moi, en tout cas, je pense que même 10 sauts de balles, je sais pas si ça suffirait. Et après, vous pouvez pas putter sur les greens. Donc, et vous allez passer votre Et temps à putter et à putter un- dans les bunkers. Un vrai régal, quoi. Une vraie bonne journée. Et vous n'êtes même pas Un sûr vrai de régal terminer avec avec une vos faune de 18 clubs sadisme. parce que vous en avez cassé la 18 moitié. La moitié. Ah bah, si Benjamin Cadieux le joue dans ces conditions-là, c'est sûr qu'il finit pas. Il finit avec le putter éventuellement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Enfin, c'est quand même le meilleur d'entre nous. Merci beaucoup, Sébastien. C'est On certainement. vous laisse, vous êtes pressé par le temps. Merci beaucoup et évidemment, on vous retrouve très vite à Merci, l'antenne de Seb. Swing. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. On prend Merci, soin monsieur. du petit, hein, on prend soin du petit, enfin du grand d'ailleurs. Un puits de Merci, science, j'y un compte puits de bien. science, un puits de culture où on est enrichi à chaque fois qu'on parle avec Seb. Ouais, avec c'est- Sébastien Audou, c'est on s'enrichit on l'appelle- intellectuellement, c'est son beau. surnom, C'est comme de lire un livre. C'est The Bible, hein, son surnom. Ouais, Donc, c'est magnifique. c'est ça. N'exagérez pas, je suis encore là. Ouais. Et puis de temps en temps, il se trompe, hein, Lucas Glover, Ricky Barnes, enfin bon. Ouais, mais bon, il Oui, pique. bah, il prochain était là, il quiz. avait bien joué. Prochain quiz, je t'attends, Steph, je Ouais, t'attends. bah, fais pas trop le malin. Je serai là. Faut C'est chambrer comme avant, Wemby, moi. je c'est mon prendrai ma conseil. revanche. Allez, salut Seb, bonne Salut, US Open. merci, ciao. Ciao. Voilà, messieurs, un US Open qui est bien lancé. Évidemment, dans ses favoris, on n'a pas parlé de Rory McIlroy, mais Rory McIlroy, bon voilà, on le sait, là, il a gagné son deuxième Masters. Voilà, c'est lui, il est un peu on va pas dire en jubilé aussi, mais bon, c'est pas très grave s'il fait une mauvaise performance à l'US Open, quoi. Même s'il n'a pas mais envie je de faire pense une que- mauvaise performance. Mais non, bon. mais je pense que on pensait qu'il était devenu insubmersible après son doublé à Augusta. Il a prouvé Le back-to-back. Il a prouvé, oui. Il a prouvé au PGA Championship qu'il était humain. C'est avec un premier tour en 74 qui l'a plombé d'entrée. Et même s'il termine 7e, c'est quand même assez fort en étant parti de si loin. Voilà, il sera évidemment un candidat. Ça va dépendre un peu de sa faculté, comme le disait Seb, à s'adapter à toutes les conditions de jeu. On sait que c'est un joueur qui est capable de scorer bas, même dans les conditions les plus compliquées. Mais il n'est pas le seul dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup d'inconnus. On pourrait citer Matt Fitzpatrick, on pourrait citer Shane Lowry, tous ces joueurs de fer qui sont très agiles, fer en main. Et c'est vrai que Scheffler, je te coupe là encore une fois, mais en Scheffler, permanence. C'est insupportable, mais c'est pas grave. Scheffler avait joué en 2018, il était là, il faisait partie de ces 20 joueurs amateurs qui avaient joué le parcours dans le champ Ouais. du US Open, il n'avait pas passé le cut. Voilà, c'était une info D'accord. très Qu'est-ce que utile. ça a à mais voir avec Ça ce n'a rien à voir avec ce que dire, j'étais en train rien de à dire. voir. Rien du J'avais tout. l'idée, C'était après, juste pour placer mais après, ton non, mais truc. après j'allais l'oublier, donc voilà. Ok. Non, mais je voulais juste dire que Rory Bon, on s'en McIlroy, va, on te laisse faire l'émission tout seul. non, mais Rory McIlroy voudra peut-être aussi se racheter de 2018 et de 80-70. Ah, d'accord, elle est là la cohérence. Exactement. Voilà. Non, mais ce qu'on sait, en tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que sur un tournoi comme ça, c'est très compliqué de rattraper des points s'il se met dans le dur d'entrée ou au deuxième tour. Koepka l'avait fait, je l'ai lu, il l'avait fait, il était 46e, je crois, après le. Mais c'est pas toi qui l'as écrit où est-ce que j'ai lu? Ah non, c'est sur la note que j'ai vue. Ouais. Il était 46e après le premier tour et il avait gagné. À Shinnecock. Il avait gagné derrière. Ouais. Ouais. Ok. Mais bon. Voilà, il avait joué plus 5, je crois. Mais non, mais c'est Mais effectivement. en Mais tout sinon, cas, sinon vous pouvez, c'est le fameux. Vous pouvez pas gagner le premier jour, mais vous pouvez perdre, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Allez, Juste pour McIlroy, quand même, Ouais. pour préciser que son plus gros problème actuellement, c'est quand même le driving. Et que là, comme c'est pas un US Open totalement classique avec des fairways un peu plus larges, il a peut-être une chance un peu plus grande. Mais encore une fois, c'est ce que comme l'a très justement dit Sébastien, il y a tellement d'aléas de météo à attendre que il faudra attendre vendredi pour avoir en savoir une un peu meilleure plus. idée, pour en savoir
pour Après, en moi, savoir un peu plus. j'ai une Parce petite- qu'après, les leaders joueront ensemble, donc là, on saura. Ouais, ils Mais là, s'affrontent, ouais. c'est un peu. Encore une fois, c'est le plus anglais. Encore des- une fois, ou- la clé ou- de ou la le clé plus sera le vent britannique, aussi. le plus britannique des US Open ou des parcours du US Open. Donc là, on se souvient de comment il s'appelle, qui avait gagné le British avec 11 coups d'avance, là, le Tiger Woods. le Sudaf, non, bon, je ne vais pas retrouver, qui avait fait Osthuizen. l'Albatros, voilà, Osthuizen. Voilà, c'est qu'avec cette météo-là, si vous avez un bon draw, À Saint-Andrews, d'ailleurs. vous pouvez mettre le champ à des années-lumière. Donc, on attendra vendredi. Là, vendredi, les leaders joueront ensemble. Là, on aura une plus grosse idée des favoris. Mais d'ici là, il faudra être très prudent. Allez, Dernière chose juste sur McIlroy que je veux signaler, on va voir ce que ça va donner, mais je trouve moi que comme il concentre tous ses efforts sur les majeurs, il joue moins entre les majeurs, et on va voir si c'est pas quelque chose qui va le handicaper, sachant que entre le Masters et le PGA Championship, il avait joué un tournoi, et entre le PGA Championship et le US Open, il a joué qu'un tournoi. Est-ce que c'est suffisant pour ne pas être rusty, comme disent les Américains, Rouillé. un peu rouillé? On va voir ce que va donner son premier tour à l'US Open. Moi, j'ai une petite réserve là-dessus. Attendons, le Oui, terrain de toute parlera. De toute façon, il a fait le back-to-back, donc à partir Oui. de là. Voilà. Ah, vous avez réussi à passer le back-to-back quand même. Ah, hein. deux fois. Deux fois. On en est à deux fois. Ouais, deux fois. Ah, d'accord, j'avais pas vu le premier. Bah, il m'avait interrompu pour Ouais, le passer, d'accord. ouais. Comme à Très chaque fois. Allez, messieurs, avant de se quitter, très On va important. perdre tous nos auditeurs qui n'aiment pas le PSG à cause de vous. Oui, Jean-Philippe. je parlais pas du PSG. Non. Voici la couve du dernier journal du golf. Voilà. Magnifique. Je voulais rendre un dernier hommage à Nicolas Colsaerts qui a. Interview de Jean-Philippe Rodenburger et titre trouvé par Jean-Philippe Rodenburger. Voilà, c'est un travail de toute une équipe. Pardon. C'est vrai. Ouais, non. Écoute, Donc voilà. Pour une fois que tu trouves un titre, ne diminue pas tes mérites. Donc très belle couve. Et puis on vous conseille de courir dans votre club. Pour, voilà. Et en plus, Nicolas a eu la gentillesse de nous signer cet exemplaire lors de la Coupe des Capitaines. Il a été très content de l'avoir. Il nous a dit des mots très sympas. Voilà. Et après la victoire de Hugo Cousseau à l'US Open, j'ai un titre pour la une. Ah, alors Hugo. L'Odyssée du commandant Cousseau. D'accord, très bien. Ouais, nul. Parfait. Non, Nul. ou commandant Cousteau, non. Ouais. Allez, messieurs, en tout cas, nous, on va se coucher très tard pour suivre évidemment cette US Open. Merci beaucoup d'avoir suivi évidemment cet épisode Swing spécial US Open. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Titleist, la balle de golf numéro 1.